Bonjour à tous. Nous poursuivons cette introduction au droit forestier par une leçon 2 consacrée à l'histoire du droit forestier, l'histoire étant toujours un sujet passionnant. Voici le plan de cette leçon. Nous allons parler d'abord des origines à l'avènement de la monarchie capétienne, à peu près en 987, avec le sacre d'Hugues Capet, le fondateur de la dynastie, qui existe toujours. En 211, on verra les origines, puis en 212, la civilisation celte-gauloise, en 213, Rome, en 14, l'influence germanique, en 15, les Carolingiens, l'empereur Charlemagne notamment. En 22, la politique de la monarchie capétienne jusqu'à la Révolution. Alors là, on enjambe une longue période historique, et je mentionne tout de suite la date de 1669, que tout forestier doit connaître. C'est la grande ordonnance de Louis XIV et de Colbert sur le fait des eaux et des forêts. En 23, la Révolution. En 24, l'Empire. En 25, le grand code forestier de 1827. En 26, la période de 1850 à 1900. En 27, de 1900 à 1945, c'est une période sur laquelle il est difficile de trouver des documents, car à partir de 1900 et progressivement la mort de Charles Guyot, il n'y a plus de juristes forestiers, de véritables juristes forestiers. En 28, de 1945 à 1990, en 29, l'évolution récente, telle que je peux me permettre de l'indiquer, où je vais distinguer les nouvelles missions de la forêt, que sont la forêt paysanne, puisque l'agriculture n'a rien à voir avec la forêt traditionnellement, ensuite la forêt urbaine, on verra, la forêt environnement qui a pris beaucoup de place maintenant, et puis l'influence de la mondialisation. Bon. En 292, la concurrence entre les acteurs forestiers s'est intensifiée, et en 293, l'extension des pouvoirs publics. C'est donc une leçon qui est ambitieuse, parce qu'elle couvre une longue période de temps, jusqu'à la modernité. Commençons là. Des origines à l'avènement de la monarchie capétienne. Les origines. Les origines du droit forestier se perdent dans la nuit des temps, tant l'arbre a joué un rôle essentiel. On mentionne déjà du temps de l'Égypte ancienne, les pharaons, qui avaient édicté des règles pour la protection des palmiers et beaucoup d'autres choses. Soyons brefs sur ces questions. La civilisation celte-gauloise nous intéresse un peu plus. Ce sont les textes romains qui en parlent, dont le fameux commentaire de la guerre des Gaules, le De Bello Gallico, de Jules César, le conquérant, qui fait état de forêts profondes. Une idée de conquérant aussi. L'archéologie récente montre une civilisation moins forestière qu'on ne le croyait, mais avec des coutumes forestières, dont on peut citer le rite de la cueillette du gui sur le chêne rouvre, comme le rapporte Pline. Aux yeux des druides, rien n'est plus sacré que le gui, du moins celui du rouvre. Le rouvre est pour eux l'arbre divin par excellence. Leurs bois sacrés appartiennent à cette essence. L'emploi de son feuillage est exigé dans les sacrifices. Citation classique en droit forestier.
Une réunion annuelle se déroule dans la forêt des Carnutes, c'est-à-dire la forêt d'Orléans, voir Astérix et la Serpe d'Or. Une petite note, le terme même de Gaule, Gallia, viendrait du celtique Gael, qui signifie bois. Note 2, la valorisation de la forêt conduit le Gaulois à consommer tous ses produits, en particulier le sanglier, certes, voire Astérix, mais surtout le cochon. Les fouilles ont surtout montré des ossements de cochon. Il est plus facile d'élever que de chasser. L'influence romaine. Alors là, on change de monde. Pour un Romain, la civilisation réside dans la ville, l'Ourps, et plus accessoirement dans la campagne. Les terres non cultivées et la forêt participent de la sauvagerie, le sauvage, le barbare. Note l'étymologie du terme forêt, se formant partie à l'époque de la République romaine qui a duré 6 siècles quand même. Nous, c'est 2 siècles. Hein. On n'a pas de leçon à donner. Et viendrait du mot for foris, qui signifie qui est en dehors de la cité, et donc de la loi, du droit, donc espace de liberté. Voilà pour Rome. C'est vite dit aussi, ce sont des résumés tout ça. L'influence germanique. La Germanie était beaucoup moins défrichée que la Gaule. Parmi les institutions dont les peuples qui y vivaient s'étaient dotés, on signalera l'existence de sanctions pénales très rigoureuses en matière forestière et l'existence d'officiers préposés à la garde des essaims d'abeilles en forêt de résineux, puisque le miel était le seul sucre disponible, donc une ressource à protéger. Donc ceux qui portaient atteinte aux essaims d'abeilles étaient rigoureusement, très rigoureusement, sanctionnés. Lors des invasions du IVe et du VIe siècle, ces peuples s'établissent en Gaule et notamment font reconnaître leurs coutumes, d'après le système de la personnalité des lois, ce qui signifie que chacun a le droit d'être jugé en fonction de sa nationalité. L'Empire romain était très tolérant. De cette époque nous est resté notamment le bréviaire d'Alaric, dont certains articles sont proches de notre législation. Voir un article dont l'intitulé a été changé par la codification de M. le Président Sarkozy, mais j'ai gardé l'ancienne appellation qui a duré si longtemps, depuis 1953. Voilà. C'est un article qui réprime la circulation des véhicules, du latin véhiculare, en forêt. Avant, il y avait des véhicules, des charrettes traînées par des bœufs, voire des chevaux. Ceci en dehors des routes autorisées à la circulation, bien sûr. Note 1. L'apport germanique renverse progressivement la conception latine de la forêt. Celle-ci joue désormais un rôle positif. Et il y a dans le monde germanique une tradition forestière qui perdure dans ce domaine. Voici justement, pour les cimetières traditionnels qui sont en forêt, un cimetière parmi les plus fameux de Munich, le Waldfriedhof, où l'on voit les concessions funéraires au milieu de la forêt, une espèce de clairière là. Les Carolingiens maintenant. À cette époque, l'intérêt collectif est celui du défrichement pour l'agriculture, organisé notamment par les capitulaires. Le capitulaire, c'est un acte juridique
pris par les Carolingiens, dont celui de Charlemagne de 780. Note 1. C'est à cette époque qu'est attesté le terme foresta, qui désigne le domaine de l'empereur, l'équivalent de forêt domaniale. Note 2. La noblesse carolingienne commence à faire de la forêt son territoire, à exclure les paysans, et consomme principalement du gibier. L'exclusion des paysans, c'est là que commence un grand mouvement qui a conduit à l'éradication, par exemple, des droits d'usage au XIXe siècle. Donc ça commence tôt. C'est une sorte de privatisation. Et la noblesse consomme du gibier, détail, l'empereur Charlemagne est grand consommateur de cervidés et de suidés, des cochons, des sangliers rôtis et non bouillis. Bon, pour la culture, le mode de préparation de la viande est fortement symbolique et distingue l'eau du feu. On tombe là dans des domaines qui échappent et sortent totalement du droit. « 22. Nous allons toujours plus loin. La politique de la monarchie capétienne jusqu'à la Révolution. Ça fait 1000 ans d'histoire, ça, ou presque. Du 9e au 14e siècle se déroulent les défrichements intensifs pour les besoins de l'agriculture, sous l'influence des ordres religieux. Originellement, le roi de France ne peut réglementer que son domaine, mais le développement de l'État, surtout en France, à partir du duché de Normandie, se traduit par une extension de la législation royale aux autres forêts, surtout religieuses, et puis aussi des communautés d'habitants, des futures communes, qui revêt plusieurs traits, dont une politique globalisante. À partir d'un territoire, on va gérer toutes les activités qui s'exercent sur ce territoire. La forêt, la chasse, la pêche, ce qu'on appelle les eaux et forêts. Un esprit juridique. Il s'agit de protéger et donc de sanctionner les atteintes, car il y en avait beaucoup. Le bois était presque de l'argent sur pied. Un esprit juridique, donc les tribunaux des tables de marbre. C'était des juridictions qu'il y avait dans chaque province, puisque l'ancien régime, le temps des rois, donc, était basé sur les provinces avec un parlement local, et il y avait une juridiction royale, forestière, spécialisée les tables de marbre. L'attribution du droit de chasse à la noblesse aussi par l'ordonnance de 1601 d'Henri IV, c'est le bon roi Henri qui a confisqué le droit de chasse au bénéfice de la noblesse. Voilà pourquoi à la Révolution, le fusil de chasse était un symbole révolutionnaire. Pourtant, les besoins du royaume, bois de guerre terrestre ou maritime, bois de feu, ont conduit à la grande ordonnance de 1669 sur le fait des eaux et forestes. Sur le fait des eaux et forestes, des eaux et forêts, dont on peut dire qu'il s'agit pour une large part d'une grande codification. Or, une codification, c'est la mise en ordre de textes antérieurs, ce qui n'a pas empêché Louis XIV de rajouter des règles, bien sûr, de perfectionner. Qu'elle repose sur la détermination des droits de chacun, c'est ce qu'on a appelé la grande réformation, la réformation des droits d'usage surtout, et qu'elle est interventionniste en forêt privée, voire le droit de préemption de la marine sur les bois qui lui étaient utiles. Toutefois, l'ordonnance ne fut que partiellement exécutée en raison des résistances des privilégiés, la noblesse surtout, et de l'opposition locale des populations,
voire le département de l'Ariège. C'est le début de la guerre des demoiselles en quelque sorte. Un peu lointain, mais quand même. La Révolution maintenant, 23. Dans les textes, on signalera une protection spéciale aux forêts. Oh oui, ô combien spéciale. Les révolutionnaires ont pensé que la forêt c'était vital toujours, et que donc les forêts de l'État, il fallait les protéger. Donc, c'est l'origine de l'ancien article L62 du Code du domaine de l'État sur l'interdiction d'aliéner une grande forêt domaniale autrement que par une loi. Autrement dit, c'est le législateur, l'Assemblée nationale, qui peut vendre une forêt de l'État. D'autre part, l'interdiction du partage des communaux forestiers, alors que tous les autres communaux sont partagés entre les habitants des communes de France. C'est une privatisation, idée anglaise, vers 1750 en Angleterre, qui a gagné la Révolution et qui a ordonné donc le partage des communaux, sauf les forestiers, les communaux forestiers. Voilà. 24. L'Empire. On signalera pour l'empereur la lutte contre les incendies avec la fameuse lettre de Napoléon au préfet. La fameuse lettre, c'est du genre « Monsieur le préfet, je vous ai nommé dans ce département pour que cessent les incendies de forêt. Je veille, si vous trouvez une personne porteuse d'instruments à allumer un feu, ou qui soit prise à allumer un feu, vous vous en saisirez immédiatement et vous les fusillerez. Et si, monsieur le préfet, ces mesures ne venaient pas apporter leurs fruits, je veillerai l'an prochain personnellement à vous trouver un successeur. » Pour le détail, je signale l'impératrice Joséphine, le cèdre de la Malmaison. L'impératrice planta un cèdre à la Malmaison pour commémorer la victoire de Marengo. Après la mort de l'impératrice, lors de son départ pour Sainte-Hélène, l'empereur viendra se recueillir au pied de cet arbre. Je crois que des tempêtes plus ou moins récentes, il y a 20 ans ou 30 ans maximum, ont endommagé ce cèdre. Et nous arrivons, 25, le Code de 1827. C'est la base de notre législation actuelle. Ce code a été publié sous le règne de Charles X, que vous voyez en bas, y compris dans ses attributs royaux, c'est-à-dire d'un régime de monarchie autoritaire fondé sur la grande propriété. Le Code consacre le droit de propriété, c'est le renoncement à l'interventionnisme de Louis XIV, sauf le défrichement. Il va venir une loi, des dispositions restreignant le défrichement. Et en forêt publique, l'État pratique l'interventionnisme par le régime forestier. On en reparlera ultérieurement dans une leçon du régime forestier. Continuons à parcourir le temps, un peu rapidement là aussi, de 1850 à 1900. Je signalerai surtout la politique de protection des sols, la RTM, restauration des terrains de montagne, car il y a des crues. Il y avait déjà des crues des temps des rois, qui ravageaient les communes de plaine. Eh bien, on s'en occupe avec beaucoup de retard. Pour la RTM, vers 1880 par là. Et puis l'éradication des droits d'usage, c'est-à-dire la disparition des droits des populations par le cantonnement et le rachat, et la politique des soumissions au régime forestier.
On signalera de 1900 à 1945 la loi Chauveau sur les forêts de protection, qui hélas récemment a connu une atteinte grave dans un contentieux très récent. Et puis un interventionnisme très modéré en forêt privée, c'est-à-dire plutôt le statut fiscal privilégié de la forêt. Petit détail, une coutume de guerre allemande, spécialement en cas de départ du territoire conquis, la France, a consisté à couper les arbres, particulièrement en bord de route. Ça a été le cas en 1918, en 1945. Ils étaient mécontents évidemment, et comme en 1871, ben là, ils étaient victorieux, et en 1815, ils étaient victorieux aussi. Voir les écrivains Maupassant et Alphonse Daudet, Maupassant les contes de la Bécasse, Alphonse Daudet, son œuvre immense, qui ne se résume pas aux lettres de Montmoulin. Mais Alphonse Daudet a été à Paris lors du siège de 1871. Donc il a écrit des choses admirables. 28. De 45 à 90, nous voilà aux portes de la période actuelle. On signera la politique des structures. 1963, CRPF, Centres régionaux de la propriété forestière et groupements forestiers. 1964, création de l'Office national des forêts. 1985, Association de gestion forestière, c'est le président François Mitterrand. Disposition socialiste un peu, Association syndicale de gestion forestière. Bon. Les groupements forestiers, groupements de producteurs forestiers, voilà. Ensuite, l'interventionnisme en forêt privée, l'interventionnisme financier, le fameux Fonds forestier national, qui a permis de financer toute la reconstitution de la forêt française. Du point de vue fiscal, tout le statut fiscal de la forêt, pendant cette période, a été modernisé, adapté aux nouveaux impôts. Et du point de vue juridique, la création du plan simple de gestion pendant cette période. La lutte contre les fléaux. Il y a les dispositions sur l'incendie qui ont été renforcées, le défrichement qui s'est considérablement étoffé et le débroussaillement qui lui aussi a pris de l'ampleur. L'évolution récente, on signalera 3 faits: les nouvelles missions de la forêt, la concurrence entre les acteurs forestiers et l'extension des pouvoirs publics. En 291, les nouvelles missions de la forêt. Il y a d'abord la forêt paysanne. Historiquement, l'agriculture est l'adversaire de la forêt. L'agriculteur, souvenons-nous-en, l'agriculteur rentre dans la forêt la hache à la main. Mais 2 exceptions majeures récentes vont à l'encontre de ce fait. D'abord l'agroforesterie, qui consiste à cultiver des fruits et des légumes sous des arbres pour des questions liées à l'eau. On arrose moins. Le fait que les chambres d'agriculture se sont vues reconnaître des compétences forestières, ça c'est très récent aussi. Les chambres d'agriculture ont des petites compétences forestières. C'est la forêt paysanne, tout ça. Deuxième point, vers la forêt urbaine. La ville fait peser des contraintes sur la forêt, notamment dans un but social. On peut citer à ce titre le Code de l'urbanisme, article L131, l'intitulé a encore changé là, mais c'est la même disposition. C'est le régime des espaces boisés classés qui présente un grand intérêt, sauf qu'il est limité à chaque commune. C'est le conseil municipal qui décide de la protection ou non de la forêt. Et puis le classement en forêt de protection des forêts périurbaines. Ensuite, vers la forêt environnement.
l'institution de l'environnement, en 1976 notamment, avec le Code de l'environnement, revendique un droit sur les forêts. On citera par exemple le ministère de l'Environnement lui-même, qui a acquis une co-tutelle sur l'ONF, le fait que la forêt est un élément du paysage, compétence du ministère de l'Environnement aussi, et la reconnaissance de l'environnement forestier avec la biodiversité forestière, qui relève aussi très largement du ministère de l'Environnement. Ensuite, dernier point vers la mondialisation, les objectifs environnementaux ont revêtu une dimension internationale, comme les émissions de gaz à effet de serre, le marché du carbone, etc., etc. En 292, la concurrence entre les acteurs forestiers. L'ONF se lance dans des actions privées, des sociétés, et intervient en forêt privée. Certains y voient une concurrence déloyale, notamment tous ceux qui œuvrent en forêt privée. Ensuite, certaines collectivités dont les biens relèvent du régime forestier demandent une plus grande maîtrise de leur forêt. Et la décentralisation n'est pas étrangère à ces actions. Décentralisation de 1981, 82-83 avec François Mitterrand. 293. L'extension des pouvoirs publics. Dernière notion. Alors qu'en bien des domaines on parle de libéralisme et de privatisation, en matière de loi forestière, on doit noter un rôle croissant des pouvoirs publics d'État ou territoriaux, tant en matière de planification qu'en matière de propriété aussi. Voici une évolution en moins d'une demi-heure depuis les origines, la civilisation celte, romaine, etc., jusqu'à l'époque d'aujourd'hui. En 30 minutes, résumer l'histoire du droit forestier. C'est un peu léger, mais ça donne des bases. C'était donc la leçon 2. Nous allons aborder progressivement le droit forestier, tout d'abord par une leçon 3 sur les grands problèmes de la législation forestière. Eh bien, dans l'attente de passer à cette leçon 3, je vous dis au revoir et je suis ravi que vous ayez prêté attention à toute cette longue histoire du droit forestier et que ça vous incite plus tard à l'approfondir. Au revoir à tous.